Allez, on est parti. Alors, une première question, Jean-Daniel. Pourquoi et comment est venue l'idée de monter cette collection Baskerville? Elle est venue d'une passion que j'ai depuis très très longtemps pour la littérature, on va dire, victorienne ou édouardienne, c'est-à-dire les feuilletons anglais de la fin du XIXe siècle, début du XXe. Il y a tout un tas de choses qui sont publiées à cette époque, en feuilletons dans les journaux comme The Strand, etc., en livres, et qui sont restées inédites en français, ou alors qui ont été traduites dans des conditions un peu bizarres dans les années avant la Grande Guerre, qui n'ont jamais été rééditées. Donc, il y avait tout un corpus de textes policiers, fantastiques, aventures mystérieuses, etc., qui restait totalement inconnu du public français. Et c'était des textes qui, même pour un lecteur anglophone, étaient parfois très difficiles d'accès, parce que c'était des livres chers, des livres d'antiquité, des bouquinistes. Et depuis quelques années sur l'Internet, il y a des bénévoles qui ont mis en ligne des scans de ces livres-là sur des sites spécialisés, d'autres qui ont fait des petits bouquins en impression à la demande, et d'autres encore qui ont fait des livres numériques. Donc ce sont des livres qui pisent brusquement en l'espace de quelques années. Non, c'est juste pour pas qu'elle claque. Ce sont des livres qui, en l'espace de quelques années, sont devenus accessibles. On pouvait les trouver, on pouvait les lire. Donc en 5 ans, puisque le germe de Baskerville date de 2005-2006, j'ai rattrapé un retard de lecture absolument phénoménal en lisant des dizaines de livres que je ne connaissais que par leur titre. J'ai découvert des livres d'auteurs que je connaissais, j'ai découvert des livres d'auteurs, et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et donc j'ai commencé à réfléchir à une collection, comment pouvais-je faire, proposer à quel éditeur, etc. Bon, d'après ce que m'ont dit des personnes qui avaient formé, les éditeurs traditionnels, entre guillemets, étaient assez hostiles, parce que bon, ça intéressait très peu de gens, et je suis allé voir Rivière Blanche. Je me suis dit, bon, vu les projets qu'ils ont, sans compter que je me suis rendu compte que c'était un travail qu'ils faisaient depuis des années, mais dans l'autre sens, puisque Black Code Press, qui est la maison mère de Rivière Blanche, publie depuis des années des traductions en anglais de vieilles science-fiction françaises faites par Brian Stableford. Je me dis, bon, bah, on va essayer de voir si ça l'intéresse de faire ça dans l'autre sens. Et ils ont dit d'accord, tout de suite, Jean-Daniel, prépare-nous un programme, le premier livre sort en avril prochain, on était en septembre, donc il a fallu que je cravache. En termes, il y a plein de questions qui se posent. D'abord, pourquoi est-ce que cette période est ignorée de l'édition? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup il y a un mini trou noir sur ces œuvres-là et ces auteurs-là? Pourquoi c'est ignoré de l'édition? À l'époque qui était contemporaine, il y a eu des traductions de fait. Et bien évidemment, il y a 2 ou 3 géants qui ont été abordés en traduction, Conan Doyle, H.G. Wells, même quelqu'un comme Rudyard Kipling, Mark Twain aux États-Unis, tout ça c'est connu. Mais il y avait un véritable foisonnement. Alors pourquoi ce foisonnement? Il y a des raisons sociologiques, c'est parce que, comme en France, on a une instruction publique qui a fait qu'il y a tout un tas de gens qui arrivaient à l'âge adulte, savaient lire et avaient envie de lire. Le même phénomène s'est produit en Angleterre. Il y a tout un tas de gens, des employés, des ouvriers qui avaient un pouvoir d'achat, qui avaient envie de lire, et c'est là qu'est née véritablement la première forme de littérature de gare. Parce que ces magazines comme The Strand, Windsor, etc., il y en avait des dizaines, c'était vendu dans les gares. Et les gens achetaient ça pour lire dans le train. Bon, et donc, en France, à l'époque, il y a eu une partie de cette littérature qui a été traduite, mais pas tout. Et il y a une partie de cette littérature qui a été traduite uniquement dans les journaux et dans les revues, et qui ensuite n'ont jamais été rééditées en bouquin. Donc c'est pour ça que moi, en fouinant sur les sites spécialisés ou dans les collections de l'AMI, j'ai retrouvé par hasard une traduction d'un livre que je comptais traduire moi-même. En fait, ça avait déjà été fait, mais une traduction anonyme, publiée dans un des journaux du début du siècle, qui n'avait jamais été reprise en film. Bon, mais je m'en suis emparé. Alors bien entendu, quand je retrouve une traduction d'époque, je fais ce qui est systématique, c'est-à-dire on vérifie que c'est intégral, on corrige, on révise, etc. pour donner quelque chose de parfait. Je refaisais un tour sur les premiers titres. Il y a des histoires de revenants, de fantômes, il y a des espèces de thrillers. Qu'est-ce qui caractériserait pour toi un peu cette littérature-là de cette époque-là? Alors, il faut savoir que la littérature populaire de cette époque-là ne connaissait que très peu les barrières entre les genres. C'est-à-dire que il y avait des auteurs un peu spécialisés qui faisaient que du policier, plus ou moins humoristique. Quelqu'un comme Rider Haggard, que je n'ai pas cité, qui était le grand maître de l'aventure exotique, etc. Mais en fait, dans les revues et dans les collections chez les éditeurs, on trouvait de tout.
le problème, moi je me suis, dans un premier temps, je me disais, je vais publier tous les jours. Et je me suis vite rendu compte qu'avec 6 volumes par an, ce n'était pas possible. Il fallait que je donne une identité plus précise à ma collection. Donc, comme le plus grand nombre de découvertes à faire, c'est dans le registre policier, j'ai décidé dans un premier temps, pour lancer la collection, mais en plus bon, le nom de Baskerville étant quand même emblématique, je vais me concentrer sur le policier, mais de temps en temps un peu de fantastique, parce que parfois c'est plus proche. Je regrette beaucoup, parce que j'avais repéré des classiques méconnus de la science-fiction, mais il n'y en avait pas assez pour faire une collection régulière. Ouais. Donc ça, je mets ça de côté pour le futur. Si ça se trouve, quand j'aurai plus de temps à consacrer à des traductions qui sont parfois longues, je vous traduirai des livres qui me tiennent à cœur. Comment tu as choisi les 6-7 premiers titres? Et les 6-7 premiers titres, ça résulte du fruit de mes lectures, puisque, comme je l'ai dit, pendant 2 ans, j'ai lu beaucoup de choses, et il y a des auteurs qui m'ont vraiment frappé. Bon, il y a un texte qui m'avait frappé, parce que c'était vraiment un classique, qui méritait d'être réédité en version intégrale, c'est La Ville enchantée, un extraordinaire livre. Donc celui-là, c'était le premier, parce qu'il était quasiment prêt au moment où j'ai lancé la collection. Et ensuite, je me suis dit, je vais me concentrer sur 2 ou 3 auteurs, essayer de publier un livre par an de chacun, et donc je les ai choisis en fonction de la qualité, de la quantité, parce que c'est à chaque fois ces 3 auteurs, Grant Allen, Richard Marsh, Robert Barr, c'était mon premier tiercé, c'était des gens qui avaient écrit de quoi m'alimenter pendant 2-3 ans et avaient des livres de très grande qualité. Bon. Et petit à petit, j'ai enrichi mes connaissances, j'ai découvert d'autres auteurs, donc j'ai élargi un peu, j'ai retrouvé des vieilles traductions qui pouvaient être rééditées, et donc maintenant j'élargis petit à petit. Une question profane, c'est lisible tout ça? Bon, je ne vais pas dire le contraire, mais cela dit, j'ai de très très bons retours, surtout que non seulement j'essaye de me concentrer sur le policier, mais un registre que j'aime beaucoup, c'est le policier humoristique. Teinté d'ironie, d'humour, etc. Et là, les 2 livres de Grant Allen sont parfaitement dans ce registre. Les exploits du colonel Clay, il était connu historiquement pour ça, c'est un précurseur d'Arsène Lupin. C'est-à-dire c'est un cambrioleur, escroc, gouailleur, mais à l'anglaise. Miss Cayley, c'est une héroïne féministe avant la lettre, qui a des aventures totalement échevelées et qui sont très drôles. Robert Barr, je vais publier l'année prochaine le premier volume d'une série de 4, qui est consacré aux aventures d'un millionnaire, qui est plein de bonnes intentions, et qui, je veux dire, ça finit par une catastrophe tout le temps, mais à chaque fois il y a des intrigues policières, des captations d'héritage, etc. Richard Marsh, j'ai réussi à me procurer, ça n'a pas été facile, les 2 recueils de nouvelles qu'il a consacrés à une femme détective qui présente l'intérêt, c'est un atout, elle sait lire sur les lèvres, puisque ses parents étaient sourds-muets. Donc elle a baigné dans cette ambiance et est devenue professeure, donc c'est assez extraordinaire parce qu'on croirait voir une femme d'aujourd'hui. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui non seulement donne des cours, est envoyé par des familles, va participer à des conférences, ce qui fait qu'elle se retrouve en Allemagne, elle est mêlée à une histoire d'espionnage, c'est réjouissant. Et ça, c'était tombé dans l'oubli pendant près d'un siècle. Et pour moi, oui, ce sont des livres qui sont à chaque fois palpitants et parfois qui se prennent au sérieux, mais là, ma découverte en ce moment, je suis en train de lire un détective américain qui est un détective scientifique. C'est-à-dire que des nouvelles parues en 1910, il y a un détecteur de mensonges, il y a un sismographe, un gyro, que des inventions merveilleuses. Là c'est quasiment de la science-fiction, mais c'est des intrigues policières, et c'est réjouissant. Qu'est-ce que je voulais dire quel est un peu ton premier bilan sur les premiers titres que tu fais, toi? Alors, le bilan, il est mitigé, on ne va pas être malhonnête, c'est-à-dire que, comme tout ce qui se passe en ce moment, ça ne se voit pas très bien. Donc, en plus, comment dirais-je, la façon dont fonctionne Rivière Blanche, qui n'est pas diffusée, qui est en développement sur le site, etc., on a du mal à se faire connaître. Mais ça, c'est vrai pour pas mal de gens. J'ai aussi lancé une déclinaison de la collection en numérique. Et là, bon, comme tout ce qui est numérique et qui n'est pas soutenu par une logistique importante, ça a du mal à décoller. Mais je continue. Je continue parce que j'ai décidé d'en faire l'œuvre de ma vie. Quoi. Vraiment, parce que c'est pour moi qui suis traducteur, qui peut en même temps, ce que j'ai souvent fait pour d'autres éditeurs, apporter un auteur, apporter un livre, le défendre, etc. Là, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé la collection, puisque Jean-Marc L'Officier et Philippe Poirard me laissent toute liberté, c'est que je suis le seul maître du jeu. C'est moi qui décide. Je choisis un livre, ou je j'écarte. Bon,
c'est très facile d'écarter des auteurs qui sont morts, ils ne peuvent pas vous en vouloir. Hein. C'est facile de refuser un manuscrit. Voilà, non, en fait c'est facile, oui et non, c'est-à-dire que je sais que j'aurais pas de rancune, mais il y a des auteurs dont on m'avait dit beaucoup de bien, j'ai essayé de lire, et au bout de 2 ou 3 essais, je dis non, finalement c'est pas pour moi. Donc je peux en parler à d'autres qui font la même chose, parce qu'on est plusieurs en ce moment, il y a une résurgence. Hein. André Ruot, au bouton électrique, commence à travailler dans ce sens-là. J'ai discuté aujourd'hui avec Jacques Baudou, qui est en train de préparer une anthologie de policiers victoriens. Nos choix se recoupent un peu, c'est très amusant. Donc il y a de quoi faire. Quel est un peu le programme qui vient? Alors le programme, on vient de sortir un livre assez extraordinaire, qui est en fait, c'est un livre français qui a été redécouvert, 2 livres français, en fait il y a 2 romans en début, qui a été redécouvert par Brian Stableford, et dont j'ai fait l'édition française, c'est-à-dire que j'ai traduit la présentation et les notes de Brian Stableford en reprenant les textes français. Ces 2 romans de René Dunant, qui était une grande prêtresse de l'érotisme et du fantastique, quelqu'un d'assez sulfureux, et c'est des romans qui sont très étonnants, puisque c'est des histoires de sorcellerie dont la première est, selon Pierre Versin, c'était une anticipation de Lovecraft. Parce qu'il y a une sorte de coupe qui vient de la 4e dimension, et pour des bouquins qui sont avant Lovecraft, c'est étonnant. Et en début d'année, je vais sortir, c'est ce que j'appelle une redécouverte. C'est un auteur anglais qui a eu son heure de gloire jusqu'on va dire dans les années 20, qui a écrit une quantité de romans policiers, 2 romans par an pendant longtemps, et qui m'a paru particulièrement réjouissant parce que il avait trouvé une façon de décrire le paysage, les relations sociales et des intrigues très astucieuses. Je l'ai découvert par hasard, pas le cacher. Hein. C'est un nom qui sait, j'en lis un, c'est excellent. Après j'ai lu énormément de livres. Il y en a qui sont moins bons que d'autres, et là j'ai redécouvert, c'est un livre qui était paru en français, en feuilleton, qui a été réédité en volume dans les années 20 ou 30, c'est totalement introuvable, et dont la traduction était très savoureuse. Une traduction épatante, un peu mélodramatique, le traducteur, ou les traducteurs, on ne sait pas, je ne sais pas qui c'est qui l'a traduit, hein. C'est un peu une énigme, en rajouter, mais c'était très savoureux. Et donc je l'ai récupéré, j'ai relu, et je le sors, il sort en principe début janvier, quoi. Il est déjà prêt, il est chez l'imprimeur, il est déjà en marque officielle. Et ça s'appelle 1000 dessins mauvais, une citation de Shakespeare, et l'auteur s'appelle Edon Hill, c'est un pseudonyme, mais j'explique tout dans l'introduction. Et c'est quelqu'un dont j'ai déjà repéré 2 ou 3 romans déjà traduits que je vais récupérer, et des inédits. Alors là, je veux dire, c'est pareil, c'est vrai avec des auteurs comme Robert Barr ou Richard Marsh. Je n'ai pas parlé de Richard Marsh, si j'ai parlé de Richard Marsh, et je pourrais faire la collection uniquement avec l'un d'eux. C'est pas possible, il faut varier. Et je vais avoir donc, je vais essayer de relancer un auteur qui était très très connu, qui s'appelle Fergus Young, qui a écrit un chef-d'œuvre, un best-seller, le Mystère du Hanson Cab, mais il a aussi écrit des livres très intéressants. Ça tient du livre. Il y en a un qui avait été publié, qui était resté inédit en volume en français, qui avait été publié en journal sous le titre Le mystère d'un mal masqué. Parce qu'il y a eu un crime qui s'est déroulé lors d'un mal masqué, mais en fait tous les personnages sont masqués. Il n'y en a pas un qui est ce qu'il prétend être. C'est des histoires de famille, d'héritage, de liaisons cachées, etc. Un véritable sac de mots. Et c'est très très drôle. D'accord. Donc c'est pour quand alors, tout ça c'est pour 2013. Hein. Je vais ressortir, je vais rééditer une série qui s'appelle Le Mousson de Terre, qui était parue au Masque dans les années 20, traduite par Théo Varlet et Louis Postif. Et donc il y a eu 5 volumes traduits, j'ai récupéré ça, c'est très très savoureux. Et puis sinon, il va y avoir Robert Barr, Edon Hill, Richard Marsh. Alors une de mes découvertes qui ne va pas être faite cette année parce que je ne vais pas avoir le temps de la traduire, c'est un auteur qui est totalement inconnu en français, qui a été pareil un best-seller aux États-Unis, c'est un Américain dans les années 10-20 et qui est tombé dans l'oubli. Et qui a écrit énormément de choses et surtout qui a écrit un des chefs-d'œuvre du roman policier. Dans les années 20-30, Ellery Queen avait fait la liste des indispensables, il était dans les 4 premiers. Il y a eu des nouvelles traduites à droite et à gauche dans Mystère Magazine à la grande époque, mais les recueils n'ont jamais été traduits. Et c'est un mélange de policier et de western.
C'est-à-dire ça se passe dans la Virginie avant la guerre de sécession, et le héros qui s'appelle Oncle Abner, c'est un prêcheur avec la Bible, une Bible et un fusil, quoi, et qui en plus résout des enquêtes policières. Et c'est stupéfiant. C'est très pulp avant la lettre, et il y a une ambiance, quoi. Donc ça, c'est pour plus tard, parce qu'il faut le traduire. Et je n'ai pas le temps de tout traduire, donc je reprends une vieille traduction. Mais j'ai fait le calcul, la dernière fois que j'ai fait le calcul, j'ai retenu au moins 60 livres. Il y a 60 livres que j'ai lus que j'ai envie de publier. Donc il faut faire des choix. Il faut faire des choix. T'as pas fini. J'ai pas fini. Ça va m'occuper pendant des années. Bon, super. Eh ben merci. Je t'en prie.